Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours de notre cycle Enveloppe interne de la Terre et risques naturels associés. Et donc dans ce premier cours, nous allons étudier en gros la structure interne de notre planète, c'est-à-dire déjà comment faire pour l'étudier et comment mettre en évidence une succession d'enveloppes concentriques de propriétés physiques différentes. Et donc enfin nous évoquerons un petit peu les conséquences sur la forme de notre planète. Et dans un deuxième cours, la prochaine fois, nous verrons quelles sont les propriétés chimiques de cette succession d'enveloppes, c'est-à-dire quelle est, grosso modo, leur composition. Alors ce premier cours est assez intéressant déjà pour prendre un premier aperçu de la planète Terre, parce qu'il va nous faire déjà réfléchir aux énormes échelles de temps et d'espace auxquelles on a affaire, sachant que la géologie ne traite pas seulement de ces grandes échelles de temps et d'espace, donc du temps de l'ordre du milliard d'années, de l'espace, et notre planète c'est une sphère en gros, avec un rayon de 6370 km, sachant que les propriétés de cette sphère sur ces 4 milliards d'années sont intimement dictées par d'autres plus petites propriétés à l'état presque atomique de ces différents constituants et à l'échelle de la seconde pour les tremblements de terre par exemple qui vont être générés par les mouvements de ces différentes couches. Alors aujourd'hui on va déjà parler un peu de ces fameux tremblements de terre, mais pour une raison complètement différente, c'est que pour nous, dans ce premier cours, ils vont être un outil qui va nous permettre de connaître un peu mieux l'intérieur de notre planète. Alors pourquoi on a besoin de faire appel à ces tremblements de terre? En fait, c'est parce que, comme je le disais, on a un objet qui est énorme, 6300 km de diamètre, de rayon, pardon, un objet qui est énorme et dont on n'a accès qu'au premier kilomètre de la surface. Et encore, kilomètre, je suis gentil en disant ça, rarement les forages dépassent quelques centaines de mètres. Alors bien sûr, l'érosion permet de mettre à l'affleurement l'intérieur des chaînes de montagnes et on connaît assez bien de quoi est composée la croûte de notre planète. Mais encore, c'est la croûte supérieure. Pour la croûte inférieure, on en est beaucoup à l'état d'hypothèse. Alors imaginez, pour ce qui est en dessous, nous verrons le manteau, le noyau, tout ça ne peut pas être compris, ne peut pas être vu par des observations directes, par des forages par exemple. Et pour cela, donc, il va nous falloir des méthodes indirectes. Par exemple, la vitesse des ondes sismiques qui vont traverser ce milieu. Et donc ça va être l'objet de mon grand A de ce cours, le modèle sismologique du globe. Et nous verrons donc, grâce à ce modèle, que nous pouvons mettre en évidence une succession de discontinuités, donc c'est-à-dire une succession de couches concentriques de propriétés différentes à l'intérieur de notre planète. Alors, déjà, de quoi s'agit-il? Dans un petit 1, je vais vous présenter un petit peu l'objet de cette étude, c'est-à-dire les ondes de volume. Quand un séisme se produit, ou à plus forte raison une explosion nucléaire, une explosion, vous en avez tous en tête, ou des expériences faites par les géologues avec des canons à air qu'on appelle de la sismique, tous ces phénomènes produisent des ondes qui vont aller se propager à l'intérieur de la Terre. Et pas seulement à l'intérieur de la Terre, en fait, dans l'eau, dans l'air. Et ces ondes donc, sont dites des ondes élastiques parce qu'elles mettent le milieu en mouvement en s'y propageant, mais le milieu revient à son état initial après le passage de l'onde. Il n'y a pas de déformation durable. Dans le cas des séismes, et surtout quand on est près, il y a des déformations durables, mais elles sont liées à d'autres phénomènes. Nous, on va rester dans l'hypothèse des ondes élastiques, donc, qui sont de deux types. Vous avez d'abord les ondes dites de volume, tout simplement parce qu'elles sont capables de se propager dans les volumes, donc en 3 dimensions.
Et dans un deuxième temps, il y a les ondes de surface. On ne va pas s'en servir aujourd'hui, puisque nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les ondes qui se propagent à la surface, mais celles qui vont traverser le globe et nous donner des informations sur ce qu'elles ont traversé quand elles ressortent. Mais on en reparlera évidemment de ces ondes de surface parce qu'elles font énormément de dégâts et donc il faut absolument en parler quand on discute de risque sismique. Donc, ces ondes de volume sont de deux types elles-mêmes. Les premières, qu'on appelle les ondes P, parce que premières enregistrées sur les sismogrammes, sont des ondes dites en compression, donc en pression, comme P, ça marche encore. Alors, c'est-à-dire que ce sont des ondes qui se propagent en comprimant le milieu. Tout simplement, comme les ondes acoustiques, quand je parle. Quand je parle, je fais vibrer une membrane qui comprime l'air, et cette compression se propage de proche en proche jusqu'à vos tympans, ou en l'occurrence via d'autres membranes et une numérisation, etc. Mais le principe, c'est une diffusion de compression comme ça. Et vous voyez que la compression se diffuse dans la direction de propagation de l'onde. La compression est dans la direction de propagation. C'est la caractéristique de ces ondes P. Elles sont donc, comme je le disais, les premières enregistrées sur les sismogrammes parce que leur vitesse est la plus rapide. On détaillera juste après la formule mathématique de leur vitesse. Désolé. Mais d'abord, on doit parler des deuxièmes types d'ondes qu'on a en jeu, les ondes S pour seconde, deuxième enregistrée sur les sismogrammes, et aussi en anglais S pour shear, qui veut dire cisaillement. Ça marche aussi un peu en français, mais cisaillement ça prend un S, un C au début. Bref, ces ondes S, elles, se propagent par des déformations qui sont perpendiculaires à la direction de propagation. C'est-à-dire que si l'onde se propage vers vous, elle va cisailler dans cette direction et dans cette direction. Et la somme de ces deux mouvements va faire une ondulation qui se propage dans la direction perpendiculaire à la direction où elle ondule. C'est ce qu'on appelle un cisaillement. Ça, c'est plus lent qu'une compression. Elles arrivent donc en seconde. Nous allons voir ça avec les formules. Si on détaille un peu plus précisément ce qui se passe, il faut imaginer la surface de la Terre ici, un séisme qui se produit à un endroit et des ondes qui partent et qui se propagent dans la Terre comme ça et qui vont être captées un peu plus loin par une station sismique ou deux stations sismiques, etc. Et donc sur cette même direction de propagation qu'on appelle raies sismiques vont arriver d'abord des ondes P et ensuite des ondes S. Alors quand une onde P arrive à la station sismique, comme elle arrive plutôt par en dessous, elle va surtout faire vibrer la station dans la direction verticale. Alors que quand une onde S arrive, comme elle est en cisaillement comme ça, elle va toujours faire vibrer la station dans la direction d'où vient l'onde, mais également, généralement horizontalement, dans la direction perpendiculaire, c'est-à-dire sur ce tableau, dans la direction du tableau. Enfin, non, dans la direction perpendiculaire au tableau, comme ça. Donc, ces ondes S et P, pour se propager dans un milieu, dépendent des propriétés physiques de ce milieu, notamment sa capacité à se comprimer, surtout pour les ondes P, et sa capacité à se cisailler, c'est-à-dire sa rigidité, surtout pour les ondes S. Ils dépendent aussi de la densité du milieu, ou plus exactement sa masse volumique. Donc si je vous écris la formule ici, vous avez la vitesse des ondes P qui est égale, alors il y a une racine carrée, je ne vous explique pas pourquoi, à un coefficient K qui est le coefficient d'incompressibilité de la roche. Son unité c'est les pascals, comme une contrainte. L'incompressibilité de la roche, donc plus une roche est incompressible, donc plus il va être difficile de la comprimer, plus l'onde va
pouvoir se propager rapidement de proche en proche. On a aussi un terme un peu barbare, en 4 tiers de mu, donc pas utile de retenir le 4 tiers, mais les ondes de P dépendent aussi de mu, qui est la rigidité de la roche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sa capacité à se tordre. Ce stylo, par exemple, est très rigide. Si je prenais une gomme, il serait beaucoup moins rigide et j'arriverais plus facilement à la tordre. K et mu donc, sont tous les deux en Pascal, donc homogènes à une contrainte. Je divise tout ça par ρ, qui est la masse volumique de la roche. Comme vous le voyez, et c'est un contresens qui est souvent fait, la vitesse des ondes diminue si la masse volumique augmente. Or, alors je vous le dis tout de suite, la vitesse des ondes va augmenter plus on descend en profondeur dans la Terre, ce qui veut dire que l'incompressibilité des roches et leur rigidité augmentent plus vite, beaucoup plus vite, que leur densité. Bien à retenir. Figurez-vous que la vitesse des ondes S en cisaillement ne dépend que de mu sur ρ, que de cette rigidité. Or, cette rigidité est nulle pour les fluides, c'est-à-dire les gaz et les liquides. Tout simplement parce que si je prends de l'air comme ça et que j'essaye de le tordre, vous voyez bien qu'il y a un problème. Ça ne marche pas. Tout ça parce que la rigidité d'un fluide est nulle. Donc, quand on traverse quelque chose de liquide, par exemple le noyau externe de la Terre, les ondes S ne vont pas être transmises et ça va nous donner beaucoup d'informations. Si vous avez ici, sur la trajectoire de vos ondes, une zone où certaines de ces propriétés changent, en connaissant les vitesses des ondes P et des ondes S qui viennent de ce séisme, et en connaissant les vitesses des ondes P et des ondes S qui viennent d'un autre séisme et qui sont arrivés à une autre station mais qui ont aussi traversé cette zone, on va finir par pouvoir construire un modèle de compressibilité, rigidité et densité de la roche à cet endroit-là. Et donc, connaissant plus ou moins la pression, connaissant plus ou moins la température, remonter à la composition de cette roche. C'est un travail, comme vous le voyez, qui est titanesque et qui est très compliqué, parce qu'on a énormément d'inconnus et très peu de données, donc il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus, mais à force d'avoir beaucoup d'observations, on a fini par obtenir un modèle qui est assez bon, qui se discute encore et que je vais vous présenter dans ce cours. Alors, maintenant qu'on a compris que les séismes ou certains événements induits par l'homme pouvaient déclencher la propagation d'ondes sismiques, d'ondes élastiques à travers le globe et que les vitesses de ces ondes vont pouvoir nous renseigner sur la structure, voire la composition de l'intérieur de notre planète, voyons un petit peu quand même comment se propagent ces ondes à travers notre planète et à travers n'importe quel milieu. Alors là, je parle plutôt d'un point de vue géométrique. Je vous ai dit tout à l'heure que la densité, mais aussi l'incompressibilité et la rigidité de notre planète augmentent en allant en profondeur. Alors l'incompressibilité, c'est normal. Plus on va profond, plus il est difficile de comprimer, parce que plus c'est comprimé. Et comme c'est vraiment comprimé, ça devient aussi très rigide. Donc c'est assez logique de se dire que grâce à tout ça, la vitesse des ondes va augmenter en descendant en profondeur. Or, vous savez qu'en optique, quand un ray de lumière, par exemple, arrive à une interface entre deux milieux dont l'un a une vitesse V1, donc que l'on représente souvent en optique par son indice de réfraction N1, et qu'on passe dans un milieu d'indice N2, donc une vitesse V2, pour peu que l'angle
la vitesse de ce second milieu V2 soit plus importante, l'angle que fait notre rayon lumineux avec la perpendiculaire à cette surface va augmenter. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ce sont les lois de Snell-Descartes. Et donc vous voyez que pour peu que N2 inférieur à N1, ce qui veut dire que V2 supérieur à V1, moi je suis géologue donc on va parler en vitesse maintenant, vous avez un angle ici qui augmente. Tout ça est résumé par la formule sin, le sinus donc de l'angle 1 sur la vitesse dans ce milieu vaut le sinus de l'angle 2, l'angle de sortie sur la vitesse dans le milieu 2. Ça ce sont les lois de Snell-Descartes, les lois de propagation des rayons lumineux. Or, si notre vitesse augmente de manière graduelle mais constante en descendant au fond de la planète, on va rencontrer un très grand nombre de ce genre d'interfaces où la vitesse augmente et on va avoir donc un angle de sortie qui devient de plus en plus grand. Et au final, c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vais vous dessiner des raies sismiques, donc ces directions de propagation de l'onde, des raies sismiques qui sont courbes, puisque les raies émises par notre séisme, qui sont toujours là, mettons ceux qui partent vers le bas comme ça, vont rencontrer une série de couches où la vitesse augmente, et donc les angles d'incidence augmentant, elles vont se courber comme ça, jusqu'à finir par remonter. Et vous allez les voir ressortir un peu plus loin, et si vous avez de la chance, avoir une station sismique qui enregistre l'onde au moment où elle ressort. C'est aussi la raison pour laquelle, en surface, en fait, ici, la vitesse se met vraiment à décroître très rapidement, et vous avez vos raies sismiques qui se redressent complètement ici, et c'est pour ça que je vous disais que les ondes P arrivent toujours par-dessous au niveau de la surface. C'est pour ça que je vous disais qu'elles sont visibles sur la verticale, parce que la compression vient d'en dessous, parce que ces raies se redressent. Comme vous voyez facilement sur ce schéma, plus un ray part vers le bas, plus il va aller loin. Ceux qui partent comme ça, en fait, vont aller très peu loin. Hop. Et donc ceux qui partent par au-dessus sont détectés au-dessus, tout simplement. Alors, il existe des cas un peu plus complexes. Donc ça, c'est si la Terre était complètement homogène, mais avec une vitesse qui augmente progressivement vers le centre. Il se trouve que, de temps en temps, vous rencontrez une discontinuité plus importante, c'est-à-dire une surface où il va y avoir un vrai changement de vitesse. Un gros changement de vitesse. Donc on n'a plus des raies qui finissent par s'incurver comme ça, mais vous avez vraiment un changement. Assez rarement, vous avez une vitesse qui décroît, et donc vous allez avoir votre onde qui se réincurve. Très souvent, c'est pour avoir une vitesse encore plus importante, et donc l'onde qui va ressortir un peu plus loin. L'important aussi avec ces fameuses discontinuités, c'est qu'elles ont la capacité de réfléchir les ondes, dans un sens et dans l'autre. Et donc, on peut éventuellement, si on a toujours notre station sismique ici, enregistrer les ondes réfléchies par cette discontinuité. C'est le cas, donc, tout simplement, de la première discontinuité qui va nous intéresser ici, discontinuité dont vous avez déjà entendu parler, la discontinuité dite de Mohorovicic, ou tout simplement Moho. C'est la seule fois que je le prononce entièrement dans ce cours. Donc, le Moho,
c'est une surface déterminée avant tout par réflexion et discontinuité très proche de la surface terrestre. Donc quand vous avez des séismes qui sont produits dans la croûte continentale, ou océanique d'ailleurs, vous me direz, on observe très souvent des ondes réfléchies sur cette discontinuité et visibles aux stations un peu plus loin. Et vous ferez cet exercice. Quand on connaît également une onde directe, on peut savoir à quelle profondeur est cette discontinuité, en l'occurrence généralement 30 km en milieu continental, 6 km en milieu océanique. Plus compliqué. Je repars à zéro ici, même complètement à zéro. Imaginons une Terre, donc je vais tenter de la faire sphérique. Un gros séisme se produit ici. Il envoie donc des ondes un peu partout. Il se trouve que entre environ 100 degrés par rapport à cette distance-là, donc 90 degrés, 100 degrés et 145 degrés, donc à peu près ici, on n'observe pas ces ombres. On n'observe pas ces ondes, c'est ce qu'on appelle une zone d'ombre. Ça fait assez longtemps qu'on l'a remarqué, et ça a été expliqué par le sismologue Gutenberg comme l'existence d'une discontinuité majeure. Par exemple, forcément, pour qu'il y ait cette zone d'ombre ici où rien n'est observé, il faut que vous dessiniez une discontinuité ici. Voilà, j'ai essayé de la faire tout aussi sphérique que ma planète. Une discontinuité avec une forte augmentation de la vitesse des ondes, de telle manière que les ondes qui arrivent ici repartent comme ceci et ressortent ici, etc., etc. Et vous voyez qu'avec ce modèle, vous avez toute une zone au milieu où vous n'allez rien voir, ce qu'on appelle une zone d'ombre. Cette discontinuité, donc, a été nommée en son honneur discontinuité de Gutenberg, que je vais vous écrire ici. Même si, bien sûr, vous avez les notes de cours. Et discontinuité qui, comme vous aurez pu le comprendre, sépare le manteau terrestre de son noyau. Elle est à une profondeur de 2900 km. Donc ici, nous avions le mot eau, première discontinuité, et nous devons en fait en dessiner une troisième. Pourquoi ? Un peu plus tard, Inge Lehmann, une autre sismologue, remarque que, en fait, parfois, si le séisme ici est vraiment très fort, on observe des raies sismiques dans les stations qui sont théoriquement dans la zone d'ombre. Ce qui n'était pas possible avec ce modèle-là, mais qui peut s'expliquer si vous avez une autre discontinuité ici, qui, elle, va réfléchir les raies sismiques qui arrivent comme ça. Alors il faut également que je les réfracte à cet endroit-là et les faire revenir sur la surface. Donc on a un ray qui se propage dans le manteau, qui est réfracté par la discontinuité de Gutenberg, réfléchi par la discontinuité de Lehmann,
réfracté, j'ai dit réfracté ici, réfracté par la discontinuité de Gutenberg dans l'autre sens et qui arrive finalement à notre station sismique. Et donc on met en évidence qu'il y a une troisième discontinuité ici qu'on appelle discontinuité de Lehmann en son honneur. Lehmann. Par un certain nombre de mesures de laboratoire, on a pu comprendre que cette discontinuité-là correspond à la cristallisation du noyau qui, externe et liquide, en interne devient solide. Ça, on peut le faire par exemple dans des presses à haute température, haute pression. On regarde exactement à quelle pression on va avoir cristallisation de ce mélange et on se rend compte que ça correspond à peu près à cette discontinuité-là. Donc on a un noyau interne solide et un noyau externe liquide. Comment on le sait? Tout simplement parce que les ondes S ne sont pas transmises à l'intérieur de cette couche ici. Tout ce que je vous ai dessiné en rouge ici, ce sont des ondes P. Donc on a un liquide ici. Et ce qui est assez amusant, c'est que, bien sûr, cette discontinuité-là réfracte également. Et donc il va y avoir des ondes, cette onde-là toujours, qui peut se réfracter à l'intérieur, ressortir et revenir là. Et on peut calculer, selon les temps d'arrivée, qu'une onde qui s'est propagée ici, qui est forcément une onde P ici, a pu se transformer en onde S en faisant vibrer la surface là, se retransformer en onde P ici et terminer son trajet sous la forme d'une onde P. Donc on peut aussi, par cette technique, vérifier qu'on a une graine au centre du noyau qui est elle-même solide. Voilà, je ne sais pas si je vous ai dit cette profondeur, mais je pense que non. La discontinuité de Lehmann est à 5150 km de profondeur. Alors il n'y a pas que les trois discontinuités majeures qu'on vient de voir, il y a tout un tas de petites discontinuités qui pavent le trajet des ondes sismiques à travers l'intérieur de notre Terre. Et donc en mettant bout à bout les observations de toutes ces petites discontinuités et tout simplement en recalculant les vitesses de propagation des ondes dans toutes ces couches, comme je vous l'ai présenté, les scientifiques ont abouti à un modèle de référence de la Terre. Donc par exemple, je vous ai mis ici le modèle PREM, Preliminary Reference Earth Model, qui est un modèle radial de structure de la Terre. Donc radial, ça veut dire qu'on suppose que la Terre est une sphère parfaite et que chacune des couches concentriques de la Terre est homogène latéralement. C'est-à-dire que si vous avez le manteau, par exemple, c'est le même manteau sur tout le bord comme ça. Donc le modèle PREM, vous l'avez sous les yeux, je vous le détaillerai un peu plus quand on verra les propriétés physiques de ces différentes couches. Mais donc il faut savoir déjà qu'un modèle radial, c'est bien, déjà pour comprendre la structure de la Terre, mais c'est aussi très bien pour ce qu'on va appeler les anomalies. Une anomalie, en science, vous allez voir ce mot très souvent, c'est la différence entre ce que l'on prédit et ce que l'on observe. Et une anomalie, c'est très bien, parce que ça vous dit que ce que vous observez est un peu différent de ce que vous prédisez, et cette différence va vous permettre de comprendre qu'est-ce que vous observez. Et donc évidemment qu'un modèle radial de la Terre, c'est trop simple, puisqu'il y a des hétérogénéités dans la Terre. Il y a des endroits où nos ondes P, ici par exemple, elles vont être accélérées ou ralenties. Et donc par exemple, si elles sont accélérées, on en déduit que c'est parce qu'elles sont un peu plus compressées, un peu plus comprimées. Et donc ça, souvent, c'est parce qu'elles sont plus froides. Et donc si vos ondes arrivent trop vite ici par rapport à ce que prédit le modèle PREM, c'est parce que vous avez traversé une zone froide. Et c'est ce qu'on appelle la tomographie sismique, c'est-à-dire la capacité à faire des coupes grâce aux différences avec le modèle de référence. Alors, dans cette deuxième sous-partie, nous allons passer à ce que j'appelle le modèle physique
de la Terre, c'est-à-dire comment les différentes couches que l'on vient de mettre en évidence par notre modèle sismologique vont pouvoir se déformer ou pas à l'intérieur de la Terre. Donc, vous imaginez bien que les couches liquides vont pouvoir énormément se déformer et entre les deux, les couches solides, plus ou moins, c'est ce qu'on va voir ici. Alors pour cela, on va procéder de la surface jusqu'en profondeur. La première couche que l'on rencontre, on l'appelle la lithosphère. Donc je vais la faire un peu discontinue parce que c'est pas une couche qui est constante en épaisseur. Pour le coup, le modèle radial ne fonctionne pas, puisque au niveau par exemple des dorsales océaniques, que l'on détaillera dans les cours sur la tectonique des plaques, elle est extrêmement réduite, jusqu'à 1 km d'épaisseur, alors qu'au fond des océans, elle peut atteindre 100 km et elle fait en moyenne 150 à près de 300 km sous les continents. Donc je vous écris ça ici, lithosphère. Et en fait, donc je dis 300 km, c'est assez rare, c'est ce qu'on appelle un craton, c'est un vieux continent très froid. Et parce qu'il s'est refroidi pendant longtemps et il a eu le temps de durcir. Et en effet, donc, la définition de notre lithosphère va avoir un peu à voir avec la température, parce que la lithosphère, c'est tout simplement la couche rigide, superficielle de la planète. Cette couche indéformable qui forme les plaques tectoniques. Ici, donc, si on a représenté une dorsale, vous allez avoir les deux plaques lithosphériques qui s'éloignent à cet endroit-là et qui vont se rentrer dedans un peu plus loin, voire plonger à l'intérieur du manteau, du reste du manteau. C'est ce qu'on verra aussi en tectonique. Et donc, tout cela fait la tectonique des plaques. Alors, c'est assez difficile de se figurer tout ça parce que la lithosphère, tout comme la sténosphère qui est dessous, la sténosphère qui est dessous, sont des solides, et sont même des solides beaucoup plus visqueux, c'est-à-dire beaucoup plus difficiles à déformer que la plupart des roches, que les roches que l'on rencontre en surface. Parce qu'on est en profondeur, donc on est très comprimé, très indéformable. Pourtant, la sténosphère, elle, est dite un peu plus ductile, c'est-à-dire qu'elle va être capable de se déformer. Vous verrez ça quand vous ferez la convection mantélique. Et donc on a un solide qui, à de très longues échelles de temps, et c'est là que le temps re-rentre sur scène, à de très longues échelles de temps, est capable de se déformer presque comme si on avait à la place un liquide, si c'était très rapide. Alors, donc je disais bien, une définition qui est en rigidité, qui est donc fonction en fait de la température. On remarque que à la limite inférieure de la lithosphère, on est presque toujours aux alentours de 1300 degrés. Et donc, si on est plus froid que 1300 degrés, on est rigide, on ne se déforme pas. Plus chaud, c'est ductile, on peut se déformer. Attention également, ce sont des définitions physiques. Donc, on vient de voir tout à l'heure, et ça a peut-être pu vous surprendre, le fait que, vous le savez, la première couche de la Terre, c'est la croûte. Et bien, la croûte fait partie de la lithosphère. La partie pelliculaire de la lithosphère, c'est la croûte. Et ça, on le reverra quand on parlera de la composition, parce que la croûte continentale ou océanique, tout ça, c'est des questions de chimie. La croûte, dans la lithosphère, est fusionnée avec une grosse partie de manteau, qui a donc la même composition que la sténosphère qui est en dessous. Et donc, c'est vraiment juste une question de rigidité qui change. Alors, plus précisément, donc, cette asténosphère qui est en dessous descend jusqu'à une profondeur de 670 km. Alors ici, si vous voulez retenir une valeur, prenez 170 km, qui est la valeur moyenne pour les continents. Jusqu'à 670 km. Et en fait, tant qu'on y est, on va faire descendre donc notre manteau jusqu'au noyau externe, c'est-à-dire 2900 km. Toute cette partie-là, asténosphère plus manteau inférieur,
et la partie dans laquelle vous avez de la convection mantélique, sachant que des fois elle peut être limitée à une de ces deux couches, bref. La sténosphère, elle, est un peu plus complexe en composition, parce qu'elle comporte déjà, juste en dessous de la lithosphère, donc c'est-à-dire vers à peu près 200 km de profondeur, une couche appelée Low Velocity Zone, c'est-à-dire couche des faibles vitesses, dans laquelle on constate, et vous pouvez le voir sur le modèle PREM, un ralentissement des ondes sismiques qui étaient censées, qu'on espérait augmenter en vitesse continuellement en allant en profondeur. En fait, elles sont un peu ralenties au niveau de cette Low Velocity Zone, donc on ne comprend pas trop quelle est l'origine de ce ralentissement. Peut-être la présence de fluide qui ralentit notamment les ondes S. En dessous de cette Low Velocity Zone, on a une zone de croissance des vitesses, plus ou moins chaotique, et vers 410 km de profondeur, alors je vais changer de feutre, on rencontre une première discontinuité et une autre vers 520. Ces discontinuités, je les expliquerai quand on parlera de la chimie, mais juste retenez donc une zone des faibles vitesses, Low Velocity Zone, et ici une zone avec plein de discontinuités qu'on appelle donc zone de transition. Le tout faisant la sténosphère. Low Velocity Zone, la zone de croissance des vitesses et la zone de transition. Puis le manteau inférieur. Et ensuite, nous arrivons dans le noyau externe, dont je vous ai déjà dit et prouvé même qu'il était liquide. Liquide et, comme on constate, un champ magnétique terrestre, et qu'on commence à arriver à relativement bien le modéliser, il est lieu lui-même d'une convection nucléaire à l'origine du champ magnétique terrestre, donc de la magnétosphère terrestre. Tout ça grâce à sa composition ferrique qui, comme une sorte de dynamo, quand elle est en mouvement, émet un champ magnétique. Et enfin, au centre, vous avez la graine ou noyau interne, donc vers 5150 km de profondeur, noyau interne qui, lui, est solide. Alors, à l'interface entre le manteau inférieur et le noyau externe, vous avez une zone où des petits morceaux de fer, alors je vous le dis tout de suite, le noyau est ferrique, donc de métal, qui viennent se mélanger avec le manteau, et des petits morceaux de manteau qui viennent se mélanger dans le noyau. Donc c'est discontinu, mais ça peut faire jusqu'à 200 km d'épaisseur, et ça donne lieu à des très faibles vitesses des ondes, donc c'est ce qu'on va appeler des ultra low velocity zones. Alors je mets un S parce que elles sont nombreuses, il y en a plein de petites comme ça. Anciennement, et on l'appelait également couche D seconde, ce qui est vraiment le dernier artefact qui reste la précédente classification de ces couches, A, B, C, D, E. Et donc, comme on redécouvrait de plus en plus, des primes, des secondes, bref, si vous rencontrez des secondes, c'est un petit peu un archaïsme pour noter ces ultra low velocity zones, ici. Voilà, donc globalement, on a fait le tour, vous voyez, une couche rigide en surface, une grande couche un peu ductile et composée de plusieurs transitions que l'on a pu mettre en évidence par sismologie, un noyau liquide, un noyau, une graine solide. Dans cette troisième partie, troisième sous-partie, nous allons évoquer un petit peu la forme de notre planète, la forme un peu plus précise que de dire que c'est une sphère, et le rôle de la gravité dans la création de cette forme. Alors, petit 1, je pose la question, est-ce qu'on a affaire à une sphère ? En fait, vous avez vu au cours de cet exposé que oui, la Terre est une planète que l'on peut assimiler très bien à une sphère. C'est un modèle simple, mais qui marche plutôt pas mal. Après, si on veut aller plus dans le détail, on va voir qu'il y a une certaine limite à ce modèle et qu'il va falloir un peu
aller plus loin, et donc c'est ce que je vais faire ici. Alors, déjà, un peu d'histoire. Ça fait très longtemps qu'on sait que notre planète est une sphère, et le premier à avoir, pas démontré que c'en était une, mais carrément donné une mesure parfaitement juste de sa taille, c'est Ératosthène, dans sa fameuse expérience, où il considère juste le fait que les rayons du Soleil, sachant que ce dernier est situé très loin, nous arrivent de manière parallèle. Et donc que si déjà à un endroit, la ville de Sienne, ils arrivent perpendiculairement au sol au point d'éclairer parfaitement le fond d'un puits, et que, inversement, plus loin sur le même méridien, à Alexandrie, l'ombre de l'obélisque à la même heure, déjà l'obélisque a une ombre, ce qui signifie que la Terre est, ce qui prouve, ce qui démontre que la Terre est au moins incurvée. Si on part de l'hypothèse que la Terre est bel et bien une sphère, on peut donc mesurer un angle ici. Ici, on a un angle qui est de 0. Et donc, par des calculs trigonométriques assez simples, en remonter à cet angle-là. Et donc cet angle-là, alpha, sur 360, est également et exactement la même chose que cette distance, L ici, sur le périmètre de la Terre qu'on a coupé. Et donc, en mesurant cette distance en nombre de pas de chameau, il a été capable de remonter au périmètre de notre planète et trouver exactement la valeur de 40 000 km, ce qui est parfaitement juste, puisque un mètre étant un 10 000e de quart de méridien, par définition, le méridien fait, alors ça a un peu varié, mais en gros 40 000 km. Alors, maintenant que ceci est dit, pourquoi notre planète est-elle une sphère? Déjà, le fait que notre planète est une sphère est un peu une tautologie, parce qu'une planète, par définition, c'est une sphère. Une planète, par définition, et c'est pour ça qu'on en a exclu Pluton, qui n'est pas une sphère, est un corps dont la gravité est suffisante pour que tous les petits vecteurs gravité attirés par le centre de masse de la planète, vous savez qu'un objet, un volume, peut être assimilé à son centre de masse en termes de gravité, tous les petits vecteurs gravité ici sont radiaux, et donc en tout point on est attiré de la même manière par le centre, et donc le vecteur gravité est perpendiculaire au sol. Le vecteur gravité est vers le bas, et c'est donc l'approximation quand on se place dans les problèmes de physique en général. On fait l'approximation de la Terre est plate à la petite échelle où on se trouve, mais dans ce cas-là, on dit que le vecteur G est pointé vers le bas. Vous avez déjà rencontré ce genre de configuration. Donc tout ça découle du fait que notre Terre est une sphère, et même induit, dans un certain sens, le fait qu'elle soit une sphère. Bien. Mais vous savez également que la Terre tourne sur elle-même, en faisant exactement un tour en un jour. C'est la définition de jour. Donc, elle possède un axe de rotation sur le long duquel elle tourne, autour duquel elle tourne, et vous pouvez bien visualiser que cette rotation fabrique, cette rotation très rapide, fabrique une force axifuge, donc comme une sorte de force centrifuge dans les manèges. Là c'est pareil, on tourne extrêmement vite, à plusieurs milliers de kilomètres heure, et donc on est éjecté de la Terre, et d'autant plus, alors donc je vais mettre des forts vecteurs ici, d'autant plus qu'on est proche de l'équateur, et en diminuant pour arriver à 0 quand on arrive au pôle.
Et donc, si vous faites la somme de ces deux vecteurs, le vecteur d'accélération de la pesanteur et le vecteur d'accélération axifuge, vous avez à l'équateur un vecteur qui est plus petit, aux moyennes latitudes un vecteur qui est plus petit et un peu dévié, et au pôle un vecteur qui ne bouge pas en fait. Et donc tout ça, si on essaye de redessiner notre structure, vous voyez que ici nos vecteurs sont toujours un peu déviés vers la droite. Donc si vous réfléchissez à ce que ça donne, ça fabrique un patatoïde, en fait qui n'est pas du tout patatoïde, qui est proprement une ellipse. Une ellipse, alors proprement c'est vite dit, mais voilà, proprement une ellipse en 3D, donc on appelle un ellipsoïde, et vous avez toujours ces surfaces qui sont perpendiculaires à notre nouveau champ de gravité. Cet ellipsoïde, donc, son équation a été déterminée par Clairaut au XVIIIe siècle, il me semble. Son aplatissement est de 1/300. C'est-à-dire que sur un rayon de 6300 km, vous avez en gros 20 km de moins au pôle qu'à l'équateur. Donc, à la fois, c'est une valeur assez faible pour que l'approximation de la sphère soit bonne, mais à la fois, c'est une valeur assez importante pour que si on veut se localiser précisément à la surface de cet ellipsoïde, on puisse se planter assez méchamment si on ne prend pas en compte le fait qu'il est aplati. Mais c'est pas tout. Si vous essayez de tracer la surface des océans, qui, comme c'est un fluide, essaye toujours de se répartir perpendiculairement à la gravité, c'est-à-dire que si vous avez un champ de gravité qui, pour une raison ou pour une autre, est un peu dévié comme ça, votre océan, c'est même pire que ça. Votre océan, c'est assez difficile à tracer. Bon, on va essayer de se... Je refais. Si vous avez un champ de gravité qui est un peu dévié ici, comme ça, la surface de l'océan va systématiquement être perpendiculaire à ce champ. Et donc, l'exercice est de relier toutes ces perpendiculaires pour former une surface qui est dite équipotentielle de gravité. C'est-à-dire que, alors, vous verrez en maths qu'un champ dérive d'un potentiel, donc ça, c'est un champ vectoriel. Et le potentiel de gravité dont dérive ce champ forme une surface comme ça, le long de laquelle se répartit l'eau. Donc ici, vous voyez que par exemple, l'attraction va être moindre, puisque ces vecteurs sont repoussés. Donc ça veut dire qu'on a des gros objets ici, très denses, qui nous attirent, et moins là. Et donc, sous l'effet de moins d'attraction, la surface de l'océan va faire un creux. C'est parfois contre-intuitif à visualiser, mais il faut aussi s'imaginer ça comme une aimantation, en fait, une aimantation gravitaire. Ici, vous avez une grosse masse qui attire de l'eau, donc l'eau va venir se placer autour de cette grosse masse, et ici aussi, formant un trou à l'endroit où la gravité est moindre. Tout ça pour dire que la surface moyenne des océans suit assez bien cet ellipsoïde, mais en ayant lui-même des petites variations. Alors ici, j'ai fait des variations de très courte longueur d'onde. Il faut savoir que, mais bon, le schéma commence à être un peu chargé. Ces variations sont plutôt de très grande longueur d'onde comme ceci. Il existe les deux en fait, des toutes petites longueurs d'onde liées à des tout petits excès de masse locaux et des très grandes longueurs d'onde
liés à des gros excès de masse très profonds, probablement. Alors, je les ai ici dessinés de manière très exagérée. Ces variations entre l'ellipsoïde et la surface réelle des océans, qu'on appelle le géoïde, sont de l'ordre de maximum plus ou moins 100 mètres. Donc ici, entre la sphère, entre le sphéroïde et l'ellipsoïde, vous aviez maximum 20 km. Entre l'ellipsoïde et le géoïde, vous avez maximum 100 mètres. Le géoïde étant donc la surface équipotentielle de gravité qui est confondue avec le niveau moyen des océans. Du coup, quand on essaye de se repérer à la surface de ce géoïde, c'est très difficile d'avoir un système de coordonnées précis, fonctionnel, pour savoir à quel endroit on est. Et on préfère en général se repérer par rapport à la sphère, tout en sachant qu'on est sur le géoïde. C'est un peu compliqué à visualiser, mais vous êtes familier avec les coordonnées de référence avec lesquelles on donne une position sur la Terre, coordonnées que sont la latitude, c'est-à-dire l'angle avec l'équateur, qu'on note lambda, et également la longitude, qui est l'angle par rapport au méridien de Greenwich. Ça, ces coordonnées, ce sont ce qu'on appelle des coordonnées polaires. Les coordonnées, donc, on a un centre, on donne la valeur du rayon, R, on donne l'angle sur cette direction, qui est, par exemple, θ, et on donne l'angle sur cette direction, qui est lambda, et finalement, on est capable de se positionner n'importe où sur la surface de cette sphère. Bon. Donc lambda varie entre 0 et plus 90 au nord, 0 et moins 90 au sud, et θ varie entre 0 et 180 et 0 et moins 180 de l'autre côté. Longitude, latitude. 1 degré de latitude valant à peu près 110 km, puisque vous savez qu'un quart de méridien c'est 10 000 km, et que ça fait 90 degrés. Donc si vous divisez ça par 90, vous obtenez 111 km, qui est 1 degré de latitude. Pour la longitude, c'est plus compliqué. Si vous êtes au pôle, vous avez votre parallèle qui fait le tour de vous, et donc 1 degré va faire 10 cm. Si vous êtes à l'équateur, il fait un 360e du périmètre de l'équateur, c'est-à-dire également 111 degrés. Mais donner ces valeurs en latitude, longitude, rayon terrestre, c'est un peu compliqué et difficile à visualiser dans la vie de tous les jours. Donc on donne cette altitude par rapport au niveau des océans, qui est lui-même le géoïde. Et donc on fait l'approximation que notre point, le point où on veut se trouver, par exemple celui-ci, on donne sa valeur de longitude, donc ici 0, parce que j'ai décidé que j'étais sur le méridien de Greenwich. On donne sa valeur de latitude, qui est donc ici à peu près 60 degrés sud, donc on est à 0 degré est, 60 degrés sud, et ensuite on ne donne pas le rayon terrestre, mais son altitude par rapport au géoïde à cet endroit-là. Et donc il y a une certaine petite variation qui est l'approximation de la Terre sphérique sur cet angle lambda, mais qui est très faible. Et ensuite l'altitude de notre continent, donc je ne sais pas combien, x mètres. Jusqu'à présent, nous avons parlé en gravité. Donc on a abouti à un géoïde qui est une équipotentielle de pesanteur, donc de gravité à la surface de la Terre. Très facile à déterminer au niveau des océans, puisqu'il est confondu avec leur surface. Un peu plus compliqué à déterminer au niveau des continents.
Mais ce qui ne vous aura pas échappé, c'est que la Terre est également couverte d'un certain nombre de reliefs, de chaînes de montagnes, de plaines abyssales dans les océans, qui ne sont pas directement liés à ce champ de gravité, qui forment des variations par rapport à ce géoïde. Et donc, c'est l'objet de ma dernière partie sur les reliefs de la Terre. Alors, les reliefs de la Terre, vous savez, ont deux extrêmes, le mont Everest, 1848 mètres, et la fosse des Mariannes. Alors, les valeurs varient, mais de l'ordre de 11 km de profondeur, donc on est globalement dans du plus 10 km, moins 10 km. Et longtemps, on a pensé que ces reliefs se mettaient en place de manière un peu aléatoire, et que donc, si on avait eu à représenter une distribution fréquentielle des reliefs, donc en allant jusqu'à 8 km, ici 0, ici moins 11, et en prenant la somme de tous les reliefs faisant cette altitude-là, on aurait eu un maximum au milieu et décroissant plus ou moins sur les bords, selon ce qui aurait ressemblé à une loi normale, en fréquence. Donc, en ordonnée, vous avez les altitudes, en abscisse, les fréquences, et donc, vous avez, par exemple, si vous coupez là, vous avez 30 ou 20% de chances de rencontrer sur Terre des altitudes qui dépassent 1 km, par exemple. Vous avez, mettons, presque plus de 50% de chances de rencontrer des altitudes entre 0 et moins 5 km. C'est comme ça que se lit ce genre de diagramme en fréquence. Or, on peut faire la mesure et constater que l'on n'observe pas du tout une courbe telle que prédite par ce modèle, mais qu'au contraire, vous avez deux pics de fréquence. L'un, alors je vais tracer le niveau de la mer ici. Vous avez un pic en fréquence vers 300 mètres d'altitude, donc qui est assez fin comme ça, et un deuxième pic vers 4800 mètres de profondeur, ici, les deux étant séparés par un vrai creux en fréquence. C'est difficile à tracer. Voilà. Puis une queue assez longue, même beaucoup plus fine que ça, puisque je vais essayer de le refaire plus proprement. En dessous de 7 km de profondeur, on n'a presque plus rien. Donc vous auriez ici, non pas 11, mais 7 km. Ici, un pic vers 4800, donc mettons 5 km de profondeur. Et un autre pic ici vers 300 mètres. Et donc vous remarquez en fait que vers 1 à 2 km, mettons que ce soit 1,5 ici, vers 1 à 2 km, il vous manque énormément de relief par rapport à ce que vous prédisez. Il y a très peu d'endroits sur Terre où l'altitude est de moins 1,5 km sous le niveau de la mer. Donc vous reconnaissez bien en lisant cette courbe, théoriquement, si elle était bien dessinée, que 70% de la surface est sous l'eau, 30% est sur Terre. Vous reconnaissez, et donc vous notez quand même que la plupart des continents. Ah oui, et une autre chose, donc en fréquence, non, je n'ai pas le droit de vous dire ça. Si vous coupez par bande de 1 km comme ça, d'épaisseur, vous avez en gros en fréquence 20% de chance de vous retrouver entre 4 et 5 km de profondeur. C'est uniquement valable si vous découpez votre diagramme comme un histogramme. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce chiffre et je vous l'efface
pour votre schéma définitif. Donc, par rapport à la gaussienne que l'on prévoyait au début, on se rend compte qu'on a en fait une répartition qui est dite bimodale de nos reliefs, avec des continents, on peut les appeler comme ça, qui ont un comportement donné, et des océans qui ont un autre comportement. Et donc, il a fallu comprendre qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène. Et cette compréhension est venue de l'étude, encore une fois, et alors on rentre par là, de la gravité. Si l'on se promène en avion, par exemple, ou par satellite, autour d'une chaîne de montagnes et d'un bassin comme ça, et que l'on se promène au-dessus et qu'on mesure la gravité, on s'attendrait à, ayant ici une grosse chaîne de montagnes et ici une absence de chaîne de montagne, donc de l'air, à ce que cette chaîne exerce une forte attraction gravitationnelle sur notre satellite ou notre avion, et que ici on ait une attraction moindre à cause de la plaine. Le tout se superposant à l'attraction globale de tout ce qui est en dessous, évidemment. Or, ce que l'on observe, c'est que pas du tout. La gravité sur l'avion, vue par avion, est exactement la même que celle qui était prédite par le géoïde. Donc si ce que j'ai tracé ici est parallèle au géoïde, vous avez bien votre gravité qui reste partout la même, partout dirigée dans la même direction. Et ça, donc cette anomalie, en fait c'est un peu plus compliqué que ça. On s'attendait à une anomalie et on n'a pas d'anomalie, donc c'est une anomalie dans l'anomalie qu'on appelle anomalie de Bouguer, qui a été découverte par M. Bouguer. On l'explique parce que un excès de masse, ce qu'on s'attendrait à être un excès de masse, qui est une chaîne de montagnes, doit être compensé en profondeur, quelque part, par un déficit de masse. Plus précisément, donc, vous savez que sous notre croûte, nous avons un manteau qui est plus dense. Et donc, ici, on a une croûte qui est assez peu dense sur un manteau plus dense. Et donc, on pourrait s'imaginer qu'une chaîne de montagnes est compensée en profondeur par une incursion à l'intérieur du manteau de la croûte. Donc vous avez ici en noir la croûte continentale et dessous le manteau. Et donc ici vous avez un excès de masse, donc à l'endroit où il n'y a pas de chaîne de montagne, donc qui attire un excès de masse qui attire le satellite, autant que ce défaut de masse ici ne le repousse. Et donc, les deux se compensent. Cette racine, cet enracinement des chaînes de montagne en profondeur est appelé une racine crustale et explique que les chaînes de montagne, comme l'Himalaya par exemple, peuvent atteindre une épaisseur de croûte continentale de l'ordre de 70 km contre 20 km dans les bassins les plus amincis. Et donc, tout cela s'explique assez facilement, c'est pas un hasard. Si on a, par exemple, un glaçon dans l'eau, alors vous imaginez bien que cet exemple va être assez simpliste par rapport à ce qui se passe, puisque la croûte continentale et le manteau ne sont pas des liquides, mais vous savez que si on a un glaçon dans l'eau, on a une certaine altitude ici qui dépasse et qui est proportionnelle, qui fait en fait 1/10 de la hauteur complète du glaçon et qui est proportionnelle en fait à la différence de masse volumique entre le glaçon et l'eau dans laquelle il est plongé,
masse volumique qui est de 0,9 pour le glaçon et 1 pour l'eau. Ici, c'est pareil, on a une chaîne de montagne en surface qui est compensée par une grosse racine crustale moins dense en profondeur. Donc pour que ce modèle soit plus valable, il faudrait qu'on ait des glaçons partout, mais qui ne fassent pas la même altitude. Donc ici, une fine banquise, et ici, tout d'un coup, un glaçon plus gros, donc qui forme un relief. Ce modèle, on l'appelle le modèle d'Airy, c'est A-I-R-Y, et c'est donc un modèle de compensation isostatique. L'isostasie, c'est la science qui étudie cet équilibre des roches, ou ici des glaçons, les uns sur les autres. Le principe de l'isostasie, donc, c'est de prendre une surface profonde en dessous de laquelle rien ne bouge, tout est constant. Donc selon le problème, cette surface peut être n'importe laquelle, et toutes les surfaces profondes fonctionnent, mais la surface la plus simple, ici dans notre problème, va être par exemple celle-ci, et de se dire que la pression exercée par cette colonne-ci, qui contient du glaçon là et de l'eau là, doit, sur cette surface là, doit être la même que la pression exercée par cette colonne-ci sur cette surface-là. Colonne qui est uniquement compensée de glaçons, mais qui est plus haute. Ceci est donc le modèle d'Airy, une anomalie de densité négative plus grande, formant un relief plus haut. Vous n'êtes pas obligé de raisonner en pression, puisque vous savez que la pression, c'est la masse volumique fois la gravité fois la hauteur. Donc on peut tout simplement simplifier par G et raisonner en fonction de la masse volumique fois la hauteur. Oui. On refera des exercices d'isostasie dans le cours. On aura à de multiples reprises l'occasion de rencontrer ce mécanisme. Alors, l'isostasie explique effectivement la répartition bimodale des reliefs que l'on a rencontrés précédemment, à ceci près que le modèle d'Airy ne fonctionne pas dans ce cas-là, parce que vous voyez que la densité de notre glaçon à l'endroit où il est fin et à l'endroit où il est épais est la même. Or, il se trouve que donc, ce modèle explique assez bien les chaînes de montagne, mais très mal la différence entre croûte continentale et croûte océanique. Et pour cela, il faut prendre un second modèle d'isostasie, qu'on appelle le modèle de Pratt, pour lequel on a le droit de faire varier la densité des colonnes de matière que l'on met les unes sur les autres. Et on aurait donc ici une colonne de roche très dense, ici une colonne de roche un peu moins dense, et ici une colonne de roche encore plus dense. Et vous voyez que si cette surface-là est une surface de compensation, la colonne de roche la moins dense va être celle qui va avoir tendance à s'enfoncer le moins. Et c'est un peu comme ça. Alors, en fait, c'est un petit mix des deux qui nous permet d'expliquer la différence d'altitude entre la croûte océanique, qui a une densité de 2,8 en gros, et une épaisseur plus faible, de l'ordre de 6 km, et la croûte continentale, qui a une densité encore plus faible, de 2,7, mais une épaisseur plus grande, en moyenne 30 km. Alors ces modèles sont assez pratiques, et on s'en sert très souvent pour expliquer tout un tas de phénomènes géologiques, mais ils doivent toutefois être mis un peu on doit toutefois en montrer un petit peu les limites, qui sont l'existence de ces zones-là, zones
qui n'existe pas géologiquement. Si vous mettez un poids sur une structure géologique, elle ne va pas former deux failles écoulissées entre ces deux failles, mais elle va se flexurer. Et donc, c'est l'objet des modèles régionaux d'isostasie, où au lieu ici de s'enfoncer, vous allez enfoncer toute une région autour. C'est ce qu'on appelle de la flexion. En mettant ensemble l'intégralité de ces concepts, on est capable d'expliquer grosso modo l'intégralité des reliefs à la surface de notre planète. Alors maintenant, je ne vous ai pas dit pourquoi la densité variait entre croûte océanique et croûte continentale, et ça sera une partie de l'objet de notre cours 2 sur la chimie de ces différentes enveloppes.